Bonus. Trax. Bienvenue sur Actionneur. Après un an d'absence, on revient avec un nouveau concept d'émission où on compte faire des tops de tout et de n'importe quoi. Toujours dans le cadre du cinéma, bien évidemment. Alors oui, ces tops seront sans doute un peu absurdes, hyper subjectifs, bancal même, et on est à peu près certain que lorsqu'on terminera l'enregistrement, on s'en voudra de ne pas avoir cité tel ou tel film. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. De toute façon, ces tops ne sont rien d'autre qu'un prétexte pour vous retrouver, pour que je fasse aussi des podcasts avec Thibaut, afin que l'on réfléchisse ensemble sur les tropes, les gimmicks et autres points de détail d'un cinéma que l'on aime tant. Avec ce nouveau concept, qui pour le moment n'en est qu'un pilote, on souhaite aussi vous mettre à contribution. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez nous partager des sujets de top que l'on pourra aborder dans les prochaines émissions. Oui, on va essayer de revenir à un rythme plus régulier, si c'est possible. Pour ce premier numéro, on va parler d'un sujet ô combien essentiel au cinéma. La badassitude. Mais tout d'abord, je me dois d'accueillir Thibaut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Merci David pour l'invitation et le retour. C'est un peu comme un Legacy sequel ou une suite tardive, ça fait plaisir. C'est ça, on en est carrément là. Ouais. C'est la 3e résurrection, je crois. Ouais, mais c'est bien, tu vois, comme ça, une fois par an. On a l'impression que c'est un peu... tu vois, c'est deux vieux flics, tu vois, en manque l'un de l'autre, qui se rappellent et puis qui font une dernière mission avant de... Bah voilà, raccrocher le badge et le flingue pendant un an, et puis immanquablement ils reviennent toujours. Parce qu'il y a toujours des trucs à faire, toujours des missions à remplir. Exactement. Et donc là, cette mission, c'est la badassitude. Ce qui veut rien dire. Complètement. Donc, est-ce que tu veux commencer ? Tu veux donner une définition ou moi j'en ai une Vas-y, si t'en as une qui est prête, je veux bien l'écouter. Ça m'intéresse de voir à quel point on est pareil ou pas. Ouais, surtout que j'ai eu une vraie réflexion là-dessus. C'est que je trouve que ça englobe deux choses. Mais bon, je vais revenir après dessus. D'abord, je vais aller directement dans l'Oxford. Qu'est-ce que ça veut dire badass, qui est un adjectif lorsqu'il s'applique à un individu, veut dire dur à cuire, agressif, quelque chose comme ça. Donc la badassitude, qui est un néologisme de mon cru, serait simplement ce qui découle de ce qui est badass. Fastoche, ça. Easy. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ça, je trouve que ça touche à deux aspects qui sont un peu comme dans l'Oxford, c'est-à-dire l'adjectif qui qualifie pour un personnage. Et donc, je pense que c'est badass, c'est le personnage badass, qu'est-ce qu'il est. Et il y a aussi des situations badass, c'est-à-dire que tu peux être un personnage lambda projeté à avoir une situation badass. L'un ne disqualifie pas l'autre, mais c'est vrai que mon top est beaucoup plus axé sur les personnages que sur les situations. Même si j'ai une situation, parce que je joue avec les exceptions. C'est bien, il faut. Non, nous sommes nos propres contradictions. Toujours. Et pour toi, donc, c'est quoi la badassitude ? Alors, du coup, c'est un petit peu marrant parce que je pense que c'est, comme tu l'as dit, dans ma tête, une espèce de définition en deux parties. Et j'ai eu moi aussi cette espèce de dilemme sur est-ce que c'est les gens ou est-ce que c'est les situations. Et du coup, j'ai finalement un petit peu tranché du côté des gens, des personnages en tout cas, même si j'imagine que les gens de la vie réelle peuvent eux aussi être badass de temps à autre. Moi, ça m'est arrivé de me sentir badass, mais pas souvent. C'est un peu plus le cas à Hollywood, où je définirais du coup la badassitude comme en fait une espèce de forme de spectacle à part entière. En fait, dans ma tête, c'est presque... Il y a un petit côté un peu m'as-tu vu, c'est-à-dire que le film est conscient à ce moment-là presque qu'il montre un personnage ou une situation qui est effectivement dans ce côté badass, donc quelque chose d'assez excitant, poignant, qui un peu te soulève le cœur. Et il y a presque un côté, encore une fois, un peu forain, un peu grand spectacle, quoi. Et moi, je trouve que c'est pas exactement le grand spectacle comme on pourrait le définir à base d'effets spéciaux et, tu vois, d'échelle ou de nombre de figurants, mais c'est plus une espèce de situation, une forme de spectacle bien précise et dans lequel il y a plusieurs éléments. Et du coup, dans ma définition, j'ai été très loin pour essayer de voir c'était quoi ces différents éléments. Mais pour moi, l'un des éléments les plus importants, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler à travers nos différents tops, c'est l'art un peu de la punchline. Alors après, on aurait pu faire un top 10 des films d'action avec les meilleurs punchlines, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est pas que l'image. Il y a aussi, entre guillemets, le son et en tout cas le dialogue, la voix, quoi, des personnages à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai plutôt tranché du côté perso que du côté situation. Et du coup, c'est un peu toute une construction qui va immortaliser le personnage, le rendre instantanément cool,
soit instantanément, juste, c'est un peu l'exception, le point d'orgue du film, etc. Ou alors c'est un peu tout le temps, ça va être de plus en plus spectaculaire. Et donc dans cette construction qui se fait autour du personnage, je pense que le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est le cinéma de Michael Bay, dont on a déjà beaucoup parlé, mais où il y a vraiment tout qui va dans cette badassitude, c'est-à-dire son plan signature, donc la rotation, le choix de l'angle de la caméra, même parfois de l'objectif, comment les personnages bougent, quelle musique on a à ce moment-là. Tout est les potards sont au maximum, quoi. Et pour moi, c'est ça la badassitude, quoi. C'est vraiment quand on est à fond. Et du coup, cette définition est extrêmement longue et extrêmement floue, en tout cas, j'ai encore l'impression. Surtout quand je vois la tête de David à travers sa webcam. Mais sinon, pour vous aider, j'ai simplement pris 2 films. Et donc, par exemple, dans ma tête, Mad Max Fury Road, c'est un film que je peux mettre dans n'importe quel top des meilleurs films d'action si on parle juste de films d'action. Mais je sais pas si c'est un film particulièrement badass au sens où c'est tellement intense et on est tellement dans un objectif de survie, de fuite en avant, etc. J'ai l'impression que les personnages, ils ont presque pas le temps d'être iconisés le temps d'une scène un peu culte et un peu cool, alors qu'un film comme par exemple Top Gun Maverick est complètement tout le temps dans l'iconisation et la caractérisation des personnages à travers les différentes choses badass qu'ils peuvent faire ou qu'ils peuvent dire. Et donc, ça veut pas dire que si Fury Road n'est pas dans le top qui suit, c'est un mauvais film, mais ça permettait à mon sens, tu vois, de prendre 2 films, de voir un petit peu ce qui était dans ma tête badass et ce qui dans ma tête est aussi très bien, mais ne l'est pas forcément. Pour moi, il y a un côté vraiment un peu, c'est presque un clin d'œil. On est presque dans un truc qui frôle un petit peu le 4e mur, quoi. C'est marrant, j'ai pris complètement le chemin inverse. Bah, c'est très bien de faire des tops très différents, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, Charlize Theron, le personnage de Furiosa, je le trouve over badass. Ok. Mais d'après ta définition, c'est logique. Tu vois, dans mon top, j'ai pas un film de Michael Bay. Mais même là, en y réfléchissant par rapport à ce que tu me dis, pour moi, c'est... Même les dialogues, tu vois. Bah, tu vas découvrir dans mon propre top à quel point c'est un type de personnage. Et j'essaierai de l'expliquer au fur et à mesure. Et je pense que les gens vont deviner assez vite quel type de personnage je trouve badass par rapport à... C'est ceux qui ont le crâne rasé, c'est ça? Et les bras mécaniques. Crâne rasé, bras mécaniques, tu penses à The Rock, tu penses à Toretto. Je pense à tout ça et surtout à Furiosa. Ah ouais, mais parce que moi, ni Toretto, ni The Rock, pour moi, c'est l'inverse du badass, quoi. Ouais, justement, c'est intéressant de voir comment ça va dévier au fur et à mesure. Et ce qui serait trop marrant, c'est qu'on ait quand même plusieurs films, voire ne serait-ce qu'un film en commun dans nos tops, avec des définitions où on s'est pas concerté. Ah bah j'espère au moins que j'ai failli inviter les spectateurs, les auditeurs, pardon, à voter pour le meilleur top, parce que c'est là, je pense qu'on a pris des positions diamétralement opposées. C'est hyper Mais intéressant. encore heureux, tu vois. Quand je disais que c'était 2 vieux flics qui se retrouvent, ils ont pas les mêmes méthodes, ils ont pas les mêmes phrasés, tu vois. J'espère que ça va faire un podcast intéressant. Alors, on va rentrer dans les tops. Est-ce que t'as des recommandations, mais qui sont pas rentrées dans tes tops? Genre des personnages. Moi, j'en ai un, parce qu'on parle pas de série télé, mais je trouve que Sope Dirisu dans Gangs of London, il pue la badassitude, quoi. Ah, c'est assez ouf. Et en fait, maintenant, tu vois, je propose une définition dans la définition. Mais en fait, tu vois, quand t'as dit, il est trop stylé. Et en fait, je sais plus exactement comment tu l'as dit alors que tu viens de le dire. Mais dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, il pue le charisme. Ouais. Et en fait, pour moi, avoir du charisme et être badass, c'est assez proche. Mais c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Donc, et c'est pour ça que ça m'a aussi pas mal amené à des fois jeter des films dans le top 10. Alors que spontanément, je me disais, ah ouais, ok, pas mal. Donc typiquement, par exemple, James Bond peut être badass, mais parfois, c'est plus une question de classe ou de charisme, tu vois. Et pour moi, le badass, il y a quand même un truc de l'ordre de l'exceptionnel et c'est tellement improbable et tellement singulier que ça peut pas juste être il a un costard et il boit de l'alcool, donc il est badass, tu vois.
Il me faut plus. T'en as un là, personnage qui a pas du tout craqué ton top 10? Bah, ça peut paraître bizarre, mais tu vois, typiquement, en fait, le personnage de Schwarzenegger dans le premier Predator, j'avais envie de mettre Predator dans le top des films les plus badass. Et je l'ai pas mis pour la même raison que j'ai invoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté, en fait, survie et ce côté presque un peu. En fait, quand le film dévie dans quelque chose de plus. C'est marrant parce que j'allais dire profond, mais j'ai un énorme respect pour les films d'action qui ne sont justement pas ça. Donc, faut pas voir ça comme un truc négatif. Mais typiquement, pour moi, le côté un peu, c'est une question de vie ou de mort de Fury Road et le question de, tu vois, de transformer la dystopie en utopie, ou alors dans Predator, puisqu'on parlait de ce film-là, le côté retour à une forme de bestialité, le côté ruse et tout, le côté animal de Schwarzy sur la fin, bah fait qu'en fait, c'est plus tellement un personnage badass, alors qu'au début, il l'est. Parce que il arrive, il défouraille, ça envoie des vannes, ça envoie sur des vannes sur vannes. Et je trouve que c'était intéressant parce que quelque part, c'est un peu comme si McTiernan avait voulu t'attirer avec le côté badass un peu habituel d'Hollywood. Et ensuite, s'amuse à découdre un petit peu tout ça. Et franchement, je trouve ça super intéressant. Après, honnêtement, vu qu'il passe la moitié du film à être badass, j'avais très envie de le mettre dans le top 10 quand même. Mais on va dire qu'il serait presque en 11e ou en 10 et demi, tu vois. Donc c'est dans les mentions honorables. Après, j'avais aussi mis, tu vois, des films comme Top Gun parce Alors que... attends, avant, moi, Vas-y, dis-moi. Predator, il est dans mon top 10. Hein. Magnifique, magnifique. J'ai hâte de voir à quel point il est proche du numéro 11 ou pas. Mais ouais, si t'en veux d'autres, j'ai enlevé les deux Top Gun pour des raisons différentes. J'ai pensé à L'Arme Fatale, mais je voulais parler de Shane Black avec un autre film, donc je l'ai pas mis. Et après, il y a aussi pas mal de films quand j'ai regardé un peu les J'ai un tops. Shane Black aussi. Hein. Bah, c'est bien alors. Mais du coup, tous les tops de films d'action que j'ai pu voir, il y a énormément de films que je considérais pas comme des films d'action. Genre, typiquement, beaucoup de gens citent Hit de Michael Mann. Et dans ma tête, c'est pas du tout un film d'action, en fait. Alors, bien sûr, il y a des scènes d'action. Enfin, en fait, il y en a surtout une. Ouais. Mais globalement, pour moi, c'est plus une sorte de film de gangster c'est plus une sorte de drame, en fait, un peu urbain et tout, tu vois. Donc, j'ai un peu l'impression que, comme d'hab, l'action, c'est hyper difficile. Enfin, en tant que genre, c'est hyper difficile à déterminer. Donc, j'ai essayé quand même de me concentrer sur des trucs dont, on va dire, le moyen d'expression est quand même avant tout la bagarre, la physicalité, pour le dire de manière plus intellectuelle, quoi. Ah ouais, alors que moi je suis complètement à fond badass. Et j'étais en train de me poser la question de savoir s'il y avait des choses badass dans Hit. C'est-à-dire que j'ai vraiment presque laissé de tomber le côté action pour piocher dans ce que je trouvais qui pouvait être considéré, en tout cas à mes yeux, comme badass. Et alors dans Hit, non, il n'y a rien qui me semble, ni les personnages. Je les trouve tous cool, bien écrits, mais ils n'ont pas ce moment d'héroïsme ou de charisme excessif où tu te dis, yeah, vraiment, ils sont badass, quoi. Donc, ouais. Bah, je pense que c'est parce qu'ils sont un peu misérables. Tout le monde est un peu triste dans Hit, tu vois. Donc c'est un peu dur de kiffer, quoi. Ouais. C'est ça qui est génial, mais c'est un peu dur de kiffer. Je pense que la badassitude va quand même avec un petit côté. Un petit côté kiff, un petit côté t'as envie d'être soit ce perso ou avec ce perso à ce moment-là, quoi. Ouais, qu'est-ce que j'ai viré, moi? J'ai viré Uma Thurman dans Kill Bill. Je l'ai pas mis, pourtant j'en avais envie. Snake Plissken dans New York 1997. Donc j'ai dit Charlize Theron. Mel Gibson dans Mad Max 2. Ouais. Brad Pitt dans Il était une fois Hollywood. Donc t'as parlé du James Bond, je trouve que Daniel Craig fait quand même, je trouve, incarne une certaine badassitude plus que tous les autres. Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord. Toutes les autres incarnations. Bon, il a pas. Casino Royale a failli être dans le top 10 pour moi, ouais. J'avais aussi donc l'actrice Kim Ok-bin dans The Villainess. Autant on peut dire des choses sur le film en tant que tel, alors même s'il a influencé notamment certaines scènes de John Wick, mais je trouve que sa présence est hyper magnétique et j'adorais, mais malheureusement elle n'a pas pu rentrer dans le top. J'avais pensé aussi à Alban Lenoir dans Balle perdue. Ah ouais, pas mal, ouais, de ouf. Ouais. J'avais pensé aussi à Don Lee, l'acteur coréen qu'on a vu aussi dans le film The Eternals. Et voilà, moi j'ai pensé pas mal à cela. Donc si t'as plus de recommandations, on va passer directement à notre top 10. Vas-y, écartelons-nous là-dessus. Allez, en numéro 10, t'as qui?
Alors j'ai le fameux film de la Mission Black qui n'est pas un film de la Mission Black puisqu'il est réalisé par un homme qui s'appelle Renny Harlin. C'est The Long Kiss Goodnight qui est sorti en 1996, pardon, pas 93. Je ne sais pas si on en a déjà parlé Bah dans c'est ce un qu'on a podcast. fait l'épisode, notre premier épisode Black. du podcast, c'est un full Shane Black, donc on a forcément Ah oui, bah parlé. ouais. Mais c'est le premier. Bah voilà, bah Legacy Quell, on revient à la base. Et en fait, c'est un peu prétexte là de le mettre en top 10, c'est juste pour être un peu plus original et éviter de parler de toujours les mêmes films. Et aussi parce que il incarnait un truc que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a plein de situations badass et de personnages badass. Et notamment, il y a de la badassitude qui se crée dans des situations un peu loufoques et improbables. Donc ça, c'est très Shane Black dans l'esprit. Mais je pouvais pas dire, par exemple, The Nice Guys, parce que j'étais pas vraiment sûr qu'ils soient badass, puisqu'ils deviennent tellement ridicules que ça casse un peu le délire. Et The Long Kiss Goodnight, c'est un peu à la limite entre le héros d'action typique et... Enfin, à mi-chemin entre le héros d'action typique et ce qui se passe dans The Nice Guys. Donc il y a notamment Sam Jackson qui a des tirades qui sont absolument incroyables et qui fait des trucs qui sont absolument badass alors que c'est des situations vraiment pas possibles et il devrait pas se mettre en danger comme ça cet homme. Et voilà, après ça permettait aussi de parler d'un perso féminin. On a souvent tendance à citer les mêmes et j'imagine qu'elles seront citées encore une fois aujourd'hui, mais le perso de Gina Davis aussi je trouve hyper charismatique d'une part et badass dans ce film-là. Et c'était plus pour le côté, bah ouais, justement un peu dialogue mitraillette, situation loufoque, et le mélange des deux qui peut créer, je trouve, vraiment une ambiance badass, comment dire, juste badass, ouais, j'allais dire badassitudée, donc c'était pas la peine. Non, et surtout que moi, on va peut-être en reparler vite fait parce que il est plus haut dans mon top. Ah, nice. Bah, on n'est pas si différents finalement. Qu'est-ce que t'avais en 10 alors? Mon numéro 10, c'est Viggo Mortensen, Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux. Ok. Bah là, c'est le charisme à l'état pur, sa présence. Bon, bah voilà, t'as envie de dresser une épée. Il est tellement... Enfin ouais, il imprime d'une certaine manière... Alors, évidemment, c'est la mise en scène qui... c'est pas forcément les dialogues, il va pas faire une saillie à la Shane Black ou des choses comme ça, non. Mais c'est sa présence qui, d'une certaine manière, donne une espèce de badassité au film qu'il n'a pas auparavant. Ouais. Parce que évidemment, tu vas pas le trouver chez les Hobbits, évidemment, tu vas pas le trouver chez Gandalf, mais lui, quand il arrive, il donne comme ça une espèce d'atmosphère, de charisme que l'on retrouve pas d'ailleurs chez les autres personnages dans la suite des films. Et même dans le remake. Enfin, pas dans le remake, mais The Hobbit. Allez, on va pouvoir passer en numéro 9. Qu'est-ce que tu as ? Eh ben, un homme dont on a déjà parlé et qui a fait ses débuts tout flingue à la main en 2014. Il a les cheveux longs, il est joué par Keanu Reeves. C'est bien sûr notre ami John Wick, que je trouve badass, spécifiquement dans ce premier film. Parce qu'il y a un truc, à chaque fois, vous allez voir, j'ai triché en fait dans mon top 10, ça me permet de rallonger un petit peu la définition. Mais je me dis qu'en fait, les persos qui sont invincibles, presque, manquent souvent de badassitude en fait. Il faut que la situation soit exceptionnelle et si le perso devient invincible, par exemple s'il porte des costards par balle au hasard, il y a un petit côté, ça peut être rigolo. La situation peut être badass ou la scène peut être cool, divertissante, tout ce que vous voulez. Mais il y a un truc où le charisme, du coup, on prend un coup. Et John Wick, au fur et à mesure des films, est un peu moins un personnage qu'une espèce de parodie de lui-même. Ce qui, d'ailleurs, finit par donner un truc assez intéressant dans le 4e, où il parle quasiment plus. Et on est complètement sur presque un personnage fonction. Limite l'espèce de cliché de samouraï silencieux qui va défourailler tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était marrant à quel point ils avaient distillé le truc jusqu'à ce qu'au final le gars soit à peine plus qu'une main qui porte un flingue. Enfin, c'est intéressant en soi. Je sais pas si c'est ce qui me divertit le plus. En tout cas, à l'époque, en 2014, John Wick, par rapport à son côté badass et aussi la façon de filmer de l'action, pour donner du badass différemment, peut-être dans l'efficacité, tu vois, d'un tueur, dans son côté, enfin, tu vois, dans le côté drilled, le fait qu'il soit hyper entraîné, qu'il ait des mouvements hyper saccadés, hyper mécaniques en fait, ou machinaux quoi. J'avais trouvé que c'était super intéressant et que ça dépoussiérait un peu en même temps que le genre une certaine idée de la badassitude. Et aussi, ça nous rappelait quand même qu'il faut que le perso soit pas tout à fait invincible parce que bon, s'il peut faire ça,
les yeux fermés et les mains attachées, c'est quand même vachement moins intéressant. Alors qu'il y a un truc super chouette dans le premier, le fait de le voir galérer contre. Tu vas me dire, c'est déjà quand même pas mal, mais quand ils attaquent sa cuisine pour le liquider et que tu vois, il doit utiliser un peu son flingue, les ustensiles, tout ce qu'il peut trouver, et tu sens qu'il galère face à 4 ou 5 mecs, alors que par la suite, dans la saga, il les défouraille par 40 sans aucun effort, tu vois. Donc c'est pour ça que c'était arrivé en fin de top, mais quand même, je trouve qu'il mériterait d'être là. Ah ouais, alors que moi, pas du tout. Mais vraiment, je me suis dit, est-ce qu'il mérite? Et je me suis dit, ah bah non, pas du tout. Je trouve Mais que pourquoi il mérite pas alors? Keanu Reeves ne représente pas la badassitude, en tout cas telle que moi je la vois, et John Wick, parce que je vois les emprunts au cinéma asiatique pas mal, et Ouais, notamment quand à des même. films que je vais citer après, je trouve qu'il ne renouvelle pas suffisamment, ou il n'est pas suffisamment badass à mes yeux pour qu'il rentre dans ce top. Tu vois. Mais vraiment, je me suis posé la question, est-ce que John Wick méritait, ou est-ce que Keanu Reeves méritait? Et je trouve pas que ça fait partie de ces acteurs qui ont l'aura, le charisme pour, en tout cas, qui moi fait que je les range dans le côté badass. Même si on avait cantonné d'une certaine manière à la définition badass, scène badass, bah oui, John Wick c'est full scène badass du début à la fin, Ouais. donc c'est un peu le leitmotiv quoi. Mais personnage Mhm. badass, non. Par contre, vu qu'on parle de Keanu Reeves, moi mon numéro 9, c'est Patrick Swayze dans Point Break. Ouais, mais toi, tu cites des acteurs et pas des Ah oui, films. mais je te l'ai dit, moi ma vision c'est le personnage Ok, plus que ok, la ok. situation. Du coup, est-ce que c'est drôle si Point Break est aussi dans mon top? Bah non, mais c'est qu'on a bon goût, c'est tout. Voilà, c'est tout. Pour moi, Patrick Swayze dans Point Break, c'est un espèce de charisme. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que la badasserie, la badassitude se conjugue aussi chez les méchants? Et je trouve que... Alors, j'en ai deux dans mon top. Et je trouve que Body, donc Patrick Swayze, enfin, c'est la quintessence de ça. C'est-à-dire qu'il vole Mm. le film. C'est-à-dire, dans cet aspect-là, dans cet aspect badass, avec des guillemets avec les doigts, à l'audio, c'est pas visible. Mais c'est ça, c'est que... Et je À trouve fond. que c'est ce qui permet ce contraste d'ailleurs avec Keanu Reeves. Et c'est pour ça que peut-être que moi, de mon point de vue, je trouve que Keanu Reeves est très bien quand il a son pendant en face, badass. De toute façon, je pense que, d'ailleurs c'était l'une des réflexions que je me suis dit, de toute façon, pour qu'un personnage soit badass, il faut qu'il ait une adversité aussi badass que son attitude, quoi. Autrement, ça fait Fast and Furious, quoi. Ouais, je sais pas, parce que même dans Fast and Furious, des fois, ils essayent justement de copier un petit peu, ou même dans les films Marvel, tu vois, c'est un truc assez récurrent de dire Ouais. ils ont les mêmes pouvoirs, un peu les mêmes méthodes et tout. Mais ouais, des fois, tu peux. Mais je pense qu'au-delà du côté antagonisme, il y a un vrai truc du badass par rapport aux autres persos. Ouais. Genre, effectivement, moi, Point Break, pour moi, c'est un film ultra badass parce qu'il se passe des trucs de dingue, les persos sont ultra charismatiques et tout. Mais aussi parce qu'il y a une espèce de. C'est le carburant du film Carrément. que, effectivement, de vouloir suivre ce mec ultra charismatique. Donc, pour moi, c'est un film qui limite interroge la notion de badassitude et jusqu'où t'es capable d'aller pour suivre un mec badass, quoi, tu vois. Donc, il y avait presque un côté un peu limite méta par rapport au sujet. Mais ouais, je trouve que c'est un super choix. Mais t'as toujours un peu besoin de. Et Keanu Reeves, c'est un bon exemple là-dessus, parce que beaucoup de gens disent qu'il manque énormément de charisme. Et quelque part, c'est un peu vrai, mais il le chope ailleurs, en fait, je trouve. Ouais, Et, c'est ça. c'est intéressant. Bon, on va passer au 8 alors. Alors moi, j'ai un choix particulièrement controversé. Non, je ne sais pas. Mais je ne sais pas du tout si tu as pensé par rapport à ta définition. Mais peut-être que ça pourrait rentrer dedans. Donc, si je le dis en citant un film, c'est 300 de Zack Snyder, qui est sorti en 2006. Et genre, je trouve que c'est un film qui est ultra charismatique parce que il y a un travail de l'image qui est un petit peu non-sensique et très improbable, et que j'ai l'impression, à l'exception de Watchmen, Zack Snyder n'a pas réussi à recréer par la suite. C'est très particulier, c'est très bizarre en fait, cette image. Des fois, on dit un peu qu'elle a vieilli, mais je sais pas, je trouve qu'elle a un espèce de charme. C'est aussi des films de mon adolescence, mais il y a vraiment un truc dans la construction de cette image, de cette badassitude dont je parlais tout à l'heure en intro,
qui est super bien représenté dans le film. Donc c'est vraiment iconisé à la mort, limite ça dégueule de la pellicule. C'est des punchlines, en veux-tu, en voilà. Tu te mets sous ton bouclier, on lui a dit qu'on combattra à l'ombre. J'arrache le bras d'un mec, je lui dis que son bras n'est plus à lui. Enfin, tu vois, il y a nous, les immortels, ce soir nous mettons leur nom à l'épreuve. Enfin, tu vois, je trouve il y a tellement de trucs trop, trop, trop badass qui me donnent envie d'être un hoplite spartiate. J'en suis très loin. Il faut que j'aille pousser un peu plus à la salle, je pense. Mais du coup, je sais pas, je sais que c'était vraiment exaltant pour moi, toujours, de mater ce film. Et bon, après, on peut discuter des répercussions culturelles et potentiellement de l'image raciste que ça peut dégager de la Perse et de ses différentes nations. Mais je trouve qu'en matant ce film, j'ai toujours l'impression de ce côté très bête et méchant, mais assez héroïque et donc franchement badass aussi dans le côté un peu, tu sais, enfin, tu fais un mur avec le corps de tes ennemis, quoi. C'est quand même un niveau de badass, mais dans le gore, tu vois, dont je voulais parler. C'est-à-dire que parfois, le côté tueur, le côté inhumain d'un perso peut paradoxalement le rendre badass. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, pour ça 300. Et puis, si on le dit à la David, on aurait pu dire eh ben, Gérard Butler ou Michael Fassbender dans leur rôle respectif dans 300. Ou pas, je ne sais pas. Alors que moi, 300, mais bon, après, c'est aussi un film que j'ai vu qu'une fois et qui m'a à peine marqué, mais jamais j'y ai réfléchi ou jamais ça m'a traversé l'esprit. Hein. Ah, mais là, tu vas le revoir une deuxième fois et tu vas dire j'avais raison. Ouais, bon, t'as quoi en 7, toi? En 8, pardon. En 8, j'ai un film de Michael Mann. Non pas un film de Michael Mann, parce que moi, évidemment, je suis très orienté. Pour moi, badass égale personnage. Et quel est le personnage le plus badass dans la filmographie de Michael Mann? C'est Tom Cruise. Exact. Vincent, c'est ça? Ouais. Non, c'est Vincent, c'est ça, ouais. Ouais. Dans Collateral. J'ai quand même hésité avec la pente-stache incroyable de Colin Farrell dans Miami Vice. Ouais, mais c'est juste ça, la pour un autre moustache qui est podcast. badass. C'est-à-dire que tout le reste, ça vaut pas le coup, tu vois. C'est la pilosité qui est badass. Est-ce qu'on fera un top 10 moustache de David? Henry Cavill dans Fallout, Colin Farrell dans Miami Vice. C'est bon, j'ai qu'un top 2 en fait, on s'arrête là. Qui est purement basé sur la pilosité. Non, mais Vincent dans Collateral, il vole le film, quoi. Il marque son empreinte dans le film. On craint, vraiment, on le craint. Je trouve que d'ailleurs, il y a un des aspects que moi j'adore dans les personnages badass qui sont pas portés par le dialogue, pas par la punchline, mais par la présence. C'est-à-dire que tu as l'impression que dès qu'ils apparaissent à l'écran, tu ne vois qu'eux. Et là, dans ce cas-là, c'est-à-dire comme Body tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai mis les deux côte à côte, parce que pour moi, limite, dans la caractérisation du méchant badass, pour moi, ces deux-là sont alors diamétralement opposés. Hein. C'est-à-dire que Body est presque plus parlant, il a une philosophie, on pourrait presque, nous aussi, se laisser attirer par le personnage, alors que le personnage de Vincent, bah non, évidemment que non, tu vois. C'est-à-dire qu'au préalable, il semble être un monsieur tout le monde, et puis on se rend compte très vite qu'il est tout sauf un monsieur tout le monde et qu'il est la menace suprême de ce film, mais par sa simple présence, quoi. C'est-à-dire que il n'est pas... Et je trouve que c'est pour ça que moi, en tout cas, ma perception du badass, et on va le voir dans la totalité du top, elle n'est pas faite de superlatifs, elle n'est pas faite de testostérone. Elle est vraiment faite de charisme, de choses qui... de menaces aussi, quelque part, de ce qu'il représente. Et elle n'est pas du tout tournée vers le dialogue, la punchline, vers vers le cinéma de Michael Bay, par exemple. Je trouve pas que... Mais je trouve que dès que tu appuies trop sur « je veux faire quelque chose de badass », pour moi, ça me met tout de suite à la porte. Ok. Donc ouais, on n'aurait pas pu trouver des définitions plus... Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est hyper intéressant, quoi. Plus opposées. Mais après, pour ma défense, typiquement, l'un des trucs les plus badass du personnage de Vincent dans Collateral, c'est quand il y a ce long monologue sur le jazz dans le club de jazz, tu vois. Et au final, c'est hyper menaçant qu'il soit bavard d'un coup, tu vois. Ouais. Aussi, quoi. Donc ça passe quand même un petit peu par la punchline. Et puis bien sûr, au cousin, tu voles ma serviette, ou je sais plus comment il dit ça en anglais, quand il fume les premiers gars qui lui vont chourer son attaché-caisse dans le taxi et qui le dérouille de manière beaucoup trop violente. Allez, on va passer au numéro 7. Qu'est-ce que tu as ?
Bah, c'était Point Break, donc je vais laisser présenter le tien, puisqu'on a déjà parlé de ce film, qu'il est bien. Voilà, Catherine Bigelow, elle a tout compris depuis longtemps. Et je pense bonne analyse sur la badassitude et l'attraction qu'elle peut créer chez nous. Ouais, mais Keanu Reeves, pas badass. Mais non, mais du coup, lui non, mais c'est ça que je te disais, c'est que en fait, il récupère le charisme des autres. C'est un peu comme si quelque part, il servait un peu de, comment on appelle ça, de catalyse, tu vois, Carrément. aux badassitudes des autres, quoi. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que pour moi, c'est limite une forme de badassitude à part entière. T'as besoin d'être suffisamment reconnaissable, mais pas trop. C'est un peu comme les seconds couteaux qu'on voit dans les films. On pourrait faire un top 10 sur ça aussi, mais, Ah ouais, carrément. mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment des mecs qui ont des gueules et ils apportent direct un truc. Et Keanu Reeves en fait partie, même si c'est pas forcément explosif ou très testostéroné, ça dépend les films. Bon, bah moi, mon numéro 7, c'est Gina Davis dans Au revoir à jamais. Ok. Parce que je trouve que c'est la trajectoire de personnage que j'adore dans les personnages badass, mais je vais en revenir après, surtout avec mon numéro 2, parce que c'est là où toute ma réflexion s'est articulée, donc je vais pas trop, et puis tu as déjà très bien parlé du film, donc je vais pas trop m'apesantir pour le moment dessus pour pouvoir parler de ce que moi je trouve comme l'équivalent du badass, et de toute façon on va vite découvrir avec le numéro 5 tout à l'heure, ceux qui m'attirent et ceux que je trouve badass. Plus que, comme je disais tout à l'heure, toute la dimension des superlatifs. Moi, ça m'ennuie, quoi. Vous voyez pas sa tête sur la webcam, mais il a l'air de vraiment désapprouver ma définition. Mais allez voir quand même The Long Kiss Goodnight ou Au revoir à jamais. J'ai l'impression que depuis qu'on a fait du coup le premier actionneur, le film n'a pas forcément gagné en réputation, alors que voilà, il est toujours là et il est toujours bien. Ouais, mais d'un autre côté, ça a permis à Shane Black d'être à la fois le scénariste le mieux payé et celui qui a le plus bidé. Voilà, ce qui vaut. C'est un double top qu'on vous souhaite à toutes et à tous. Allez, on va passer au numéro 6. Qu'est-ce que tu as ? Alors, j'ai un film qui est sorti relativement récemment. Je crois que c'est le plus récent de mon top. Ah non, il y avait John Wick, donc c'était en 2014. Là, c'est en 2013. Il est sorti un film avec des gros robots et des gros kaiju. Je sais pas si ça te parle. Ça s'appelle Pacific Rim de Guillermo del Toro. Bah, je trouve que c'est un film qui est badass selon ma définition. Et c'est pas pour rien, parce que del Toro a quand même souvent parlé qu'il voulait faire une espèce d'hommage un peu... aux actionneurs 80s, 90s, enfin un côté au côté très grandiloquent et parfois à la limite un peu quasi parodique d'Hollywood. Je crois que d'ailleurs, vu qu'on parlait de Tom Cruise, il me semble que le personnage d'Idris Elba au départ avait été proposé à Tom Cruise, mais l'info devrait être checkée. Il me semble que c'était ça, mais j'en suis plus très sûr aujourd'hui. Et je trouve que c'est un film qui, à l'époque, du coup, m'avait, pour la petite anecdote, pas du tout marqué, voire limite profondément ennuyé, parce que j'étais en mode, bah ouais, en fait, c'est un film qui est un peu 20 ans de retard, quoi, d'une certaine manière. Au-delà des effets spéciaux et tout, qui étaient hyper sympa, et ça fait toujours plaisir de voir du gros robot être cassé en deux par des gros monstres et vice-versa. Mais plus le temps passe, et plus je dis, waouh, en fait, c'est vraiment l'espèce d'hommage... pas méta, parce qu'il construit quand même un monde, des personnages qui existent, on sent qu'il a envie de raconter des trucs, de faire rentrer tout un tas d'influences dans le truc, Gonagai notamment. Et je trouve que du coup c'est super, et c'est un film où forcément on cite des scènes, là aussi des dialogues, des moments, ne serait-ce que voilà, utiliser un bateau en guise de batte de baseball, je crois qu'on n'avait jamais vu ça avant. Donc rien que pour ça, il méritait d'être dans le top de la badassitude. Il y a un vrai truc cool, ça combine aussi, tu vois, l'image un peu qu'on peut avoir justement dans les Top Gun, tu vois, le côté, l'aristocratie un petit peu de certains combattants. Donc là, c'est les pilotes de Jaeger qui ont tous un peu, tu vois, leur look, on appuie à mort là-dessus, ils ont leur petite backstory, etc. Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie de tout plein de petites billes avec lesquelles j'ai envie de jouer et qui créent cette badassitude. Est-ce que la badassitude, c'est le cool ? Bah, il y a un petit peu de ça, ouais. Mais comme je te disais tout à l'heure, ça peut être aussi horrible, la badassitude, tu vois. Ça peut être un méchant badass qui fait des trucs horribles, et il y a un truc cathartique, tu vois. Donc c'est pas forcément que le cool. Ah ouais. Ah, c'est marrant, c'est vraiment à quel point on a une vraie différence, tu vois, de point de vue là-dessus, parce que, tu vois, dans Pacific Rim, je retiendrai donc Idris Elba, je trouve qu'il a un charisme fou. Ultra charismatique, le discours, mec. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça le truc le plus badass. Mais après, le reste, même les robots, même les... Et je le gardais en Joker. Hein ? En fait, le discours, je le gardais en Joker pour te convaincre, mais tu l'as utilisé tout de suite, donc c'est bien. Et t'aimes pas les robots et les kaiju, ils sont pas badass. Mais si, mais non, mais j'en sais rien. Je sais pas.
Je crois que je me rends compte que je l'applique vraiment au personnage et pas du tout... Les situations, ouais, ça m'ennuie, quoi. J'ai l'impression que... Je trouve que tu peux avoir une situation badass dans sans forcément avoir quelque chose qui serait dans quelque chose de quotidien. Je trouve que la badasserie, quand elle est quotidienne... Elle est d'autant plus belle. Ouais, d'autant plus belle ou d'autant plus marquante, quoi. C'est-à-dire que ouais, c'est vrai, ouais. c'est le personnage de Vincent dans Collateral. C'est-à-dire que tout d'un coup, il t'emmène, quoi. Même Body dans Point Break. Alors, même si là, on est un petit peu plus dans, je dirais, dans une dimension un peu plus romancée, un peu plus muet, il t'emmène plus, quoi. Ouais. Et donc, moi, je vais arriver sur mon top numéro 6, qui est Julie Estelle dans The Night Comes for Us, quoi. Ouais, mais elle est pas dans un cadre spécialement normal. Non, carrément pas. Bah non, bah oui. Bon, j'ai mes propres contradictions, hein. Exactement. C'est la carte Joker. Parce que je trouve que... Oui, mais tu vois, ça rejoint aussi cette idée de charisme. Je trouve que... J'avais marqué Jota Slim et Julie Estelle, mais je trouve que Jota Slim, il est badass parce qu'il survit à tout, quoi. Ouais, voilà. Alors que Julie Estelle, elle est badass par sa présence. Ouais, mais c'est un vrai truc, et c'est peut-être pour ça qu'au final, le charisme, c'est plus l'acteur, et la badassitude, ça pourrait être la transformation de l'essai par l'acteur ou non, tu vois. Carrément. Donc, des fois, il y a des acteurs, ils ont un costume, ça leur va pas, un make-up, ça leur va pas, le réal, les lignes de dialogue, il y a rien qui fonctionne. Et en fait, il y a rien de pire que voir un charisme qui est laissé un petit peu brut. Et en fait, il y a plein d'artifices autour. Et hop, tu le rajoutes comme ça dessus, et ça fait un peu, tu sais, une mauvaise pizza, quoi. T'as jeté les ingrédients dessus, t'as pas trop réfléchi. Tu te dis, de toute façon, c'est une pizza, ça peut être que bon, et en fait, non. Et dans ce film, Julie Estelle, c'est un peu l'inverse, quoi. Il y a même, je sais pas si c'est son costume à l'origine, mais il me semble qu'à un moment, elle a une espèce de, tu sais, elle a des manches hyper serrées sur ses bras, et genre, à un moment, elle a qu'une seule manche, je crois. Je sais pas si son costume ou il est comme ça. Oui, c'est ça, il me semble aussi. Et genre, il y a une espèce de truc elle a un design. Là, je vais parler, c'est le mec qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo, tu vois, qui parle, mais il y a quand même un côté character design avec ses cheveux, le make-up, la lumière à ce moment-là où tu fais, ok, je sais pas qui c'est, mais je veux mater un spin-off sur elle, tu vois. C'est ça aussi la badassitude, c'est tu forces l'envie de te connaître quelque part. Et oui, mais t'en fais pas des caisses, c'est-à-dire que... Bah, y a pas besoin. Là-dedans, c'est assez limité dans ce film. Enfin, il en fait déjà tellement des caisses ailleurs, des lames de cutter dans la bouche, ce genre de choses, quoi. Oui, mais il cherche pas la badassitude, c'est-à-dire qu'il cherche la violence, la cradoïtude. Mais il est pas du tout la badassitude quand même. On a un peu compris que ça peut flirter avec le cool. Là, jamais ça flirte avec le cool. Non, c'est non. Ouais. C'est-à-dire que là où je veux en venir aussi, c'est que quand tu le feins, quand tu essayes de l'imposer dans un film de manière avec des panneaux lumineux, genre Fast and Furious. Pour moi, Fast and Furious, Toretto, c'est un clown, quoi. Dans la badassitude, ça passe pas, quoi. Ce que je veux dire. Alors peut-être que c'est parce qu'il est comme ça et que tu sens que, mais enfin, avec le bif avec Dwayne Johnson, tu vois, tu sens déjà toute la, j'allais dire, le melon, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est beaucoup plus que ça. C'est un charisme qui doit émaner de quelque chose, et ça peut effectivement émaner par le design, mais il faut qu'il y ait du goût, quoi. La badassité, ça a besoin de goût. Ouais, mais ça peut avoir un goût très sucré et très glucose. Ça veut dire la même chose, mais voilà, Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, ouais, c'est pas forcément les films Fast and Furious, ils m'ont même pas traversé l'esprit de ce point de vue-là, tu vois. Allez, on va passer au top numéro 5. Qu'est-ce que t'as ? On rentre dans le top 5. J'ai parlé de Michael Bay, donc il fallait quand même que je mette un film de Michael Bay, et j'ai un peu envie de te laisser deviner quel film j'ai choisi. Parce que j'ai un peu hésité. Je dirais The Rock. Ouais, trop fort. David est trop fort. Il me connaît trop bien. Ouais, j'ai mis The Rock. Et c'est parce que, notamment, ça va permettre de synthétiser plusieurs trucs qu'on a dit autour de ce côté badassitude. Parce que pour moi, il y a pas mal de choses. Il y a le côté maximaliste dont je parlais tout à l'heure. Et notre ami Bob, il en parle très bien dans son bouquin sur Michael Bay. Il dit, Nicolas Cage, c'est censé être un analyste du FBI et il vit dans un espèce de penthouse complètement non-sensique. Genre, il a plein de trucs, il a une guitare, il est... enfin bon, tu ne sais pas où il trouve cet argent et ce goût, justement. Mais c'est badass, tu vois. C'est badass de voir quelqu'un dans cet environnement-là, je trouve. Et ensuite, il y a un côté badass dans le fait que
c'est pas vraiment un combattant, c'est même plutôt une sorte de personnage un peu le fameux poisson hors de l'eau, comme disent nos amis américains. Et donc, du coup, je trouve ça assez intéressant de le suivre lui comme personnage principal. Puis après, on a la définition, peut-être l'une des définitions presque les plus incarnées du charisme avec Sean Connery, quoi. Carrément. Genre vraiment, tu peux pas le premier Bond, quoi. Donc, je pense que là, on se mélange complètement dans la définition du charisme, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc où il y a limite pas besoin d'insister sur la backstory de ce perso, mais ils le font quand même parce qu'on est dans un Michael Bay, il faut qu'on soit maximaliste, et donc on a la backstory du perso avant de voir le perso, mais ça paraît tellement cohérent par rapport à qui l'incarne. Et enfin, il y a une badassitude dans les thèmes abordés, mais aussi la façon qu'ils sont incarnés par Ed Harris dans le rôle du méchant, qui je trouve est un méchant extrêmement badass, dans le sens où on comprend pourquoi il commande ses hommes, pourquoi il est capable de quasiment leur faire commettre des atrocités, et également capable d'arrêter avant de bafouer sa carrière, sa moralité, etc. Et il y a un truc tellement fort quand tout ça se rejoint dans le pic du film, où tu arrives avec la rencontre de ces trois personnages, en fait, pendant qu'il y a une mutinerie au sein du camp des méchants, ce qui est quand même assez exceptionnel, non seulement pour un film d'action, mais aussi un film de Michael Bay particulièrement, que les méchants finalement se tirent dessus entre eux et il n'y a pas forcément besoin de les arrêter. C'est un autre enjeu qui poursuit le film. Donc si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Première question. Et par ailleurs, sinon, revoyez-le si vous l'avez vu et venez me dire qu'il n'y a pas au moins 3, voire plus définitions du badass dans ce putain de film. Ah ouais, carrément. C'est vrai que maintenant que t'en parles, j'aurais dû le mettre dans mon top. Allez, voilà. Alors un que bon point Michael pour moi. Bay, c'est vraiment, je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce que je déteste dans le badass, c'est-à-dire que... Mais Michael Bay le fait tellement bien, c'est-à-dire c'est lui qui en fait des caisses. Ouais, bien caisse sûr. visuelle, caisse de personnages, tout est superflu presque, mais c'est tellement bien fait que ça a un sens, quoi. Mais l'idée de maximaliser les choses, je vais aller carrément dans l'inverse, tu vois. Moi, chez moi, c'est le minimalisme. Et pourtant, c'est un réalisateur qui en fait des caisses. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que Michael Bay à côté, ils se regardent dans les yeux, ils doivent se comprendre. Hein. Mm-hmm. Parce que je vais parler de Drive. Et le personnage de Ryan Gosling, qui est complètement rentré, qui est complètement dans ce minimalisme-là, c'est-à-dire qui est ce que je préfère dans la badassité, et je vais en parler. C'est-à-dire les vestes scorpions, c'est ça que tu préfères? Non. La veste, elle est horrible, mais bon. Moi, je la kiffe, la veste. Hein. Franchement, je la kiffe. Je suis au courant, je t'ai vu avec l'équivalent. Yes. Mais il m'affiche direct. Mais ouais, non, je trouve que le personnage de Ryan Gosling, il est tellement... Enfin, voilà, il imprime... Et enfin, si on revient sur mes 5 premiers choix, on voit tout de suite un peu se dessiner. Je trouve que la badassité se mêle un petit peu d'une pointe de... comment dire, de faiblesse. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport de vulnérabilité. Ouais. De vulnérabilité. Et je trouve que c'est ce que représente Ryan Gosling. Et on va voir aussi avec mon top 2 qui a été... en gros, celui qui m'a permis de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que j'aimais dans le personnage badass? Parce qu'on a tous compris que c'était le personnage badass, sauf avec mon top 4. Mais ouais, et je trouve que c'est le personnage badass du gentil, mais qui pourrait être un méchant. C'est ça aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on peut très bien le rapprocher aussi avec le personnage de Vincent. C'est que là, il est du bon côté, mais tu sens que si tu changeais la focale, il pourrait être un type monstrueux, quoi. Ouais, complètement. Et puis, il y a cette espèce de truc, sans mauvais jeu de mots, quoi, que par rapport à Drive, il y a vraiment le côté, tu sens qu'il en a sous la pédale. Du coup, effectivement, Refn en fait des tonnes sur le fait que c'est un mec qui pourrait être violent, mais il le sera pas. Et au moment où il le devient, c'est à la fois assez terrible et en même temps assez logique. Et c'est vrai que c'est toujours un peu le tour de force de ce film, quand même. Et jubilatoire. Je pense que c'est ça. Et jubilatoire. Aussi, qui est le synonyme de badass. C'est que quand t'es spectateur, il y a une dimension jubilatoire à regarder ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu préfères, éclater la tête d'un mec dans un ascenseur ou en menacer un autre avec une balle et un marteau? Je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus badass, David? L'ascenseur. Je trouve que la scène de l'ascenseur, elle m'a complètement marqué. D'ailleurs, dans la liste des top 10 qu'on pourrait faire, et j'en ai un avec les scènes d'ascenseur.
Ah ouais, trop bien. Il y en a pas mal. Alors, fun fact, on pourrait pas la mettre dans le top, mais je sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand j'étais étudiant avec Phobos, on a fait un film, enfin, ouais, une bande-annonce suédée de Drive, où on a repris la bande-annonce plan pour plan, et c'est elle qui jouait Ryan Gosling, et c'est moi qui jouais le mec qui mourait dans l'ascenseur, et en essayant de faire un plan truqué où elle m'explosait la tête, elle m'a littéralement explosé la tête parce qu'elle a pas retenu son coup de pied correctement, elle n'est pas cascadeuse, donc je me suis pris une énorme grolle plein dans le nez, et voilà, c'était une belle expérience, et je me devais de partager cette anecdote avec vous. Allez, on va passer au top numéro 4. Qu'est-ce que t'as? En 4, j'ai un film qui est très cher à mon cœur et qui s'appelle Aliens. Et c'est un film de James Cameron qui est sorti en 1986. J'imagine qu'on n'a pas besoin de le présenter beaucoup plus. Film que je trouve badass. Donc là, David sourit encore parce qu'il se dit bon, qu'est-ce qu'il y a plus de testostéroné que des Marines qui débarquent pour défourailler de l'alien en citant des Carrément. punchlines et avec des looks pas possibles. Il y a ça que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi la transformation un peu de Ripley qui genre est badass dans le premier film, a survécu à son truc, veut se ranger, accepte de revenir, confronter ses peurs. Et puis voilà, elle pourrait repartir une deuxième fois, mais elle va revenir. Elle scotche un putain de lance-flamme à son fusil. Il y a les Reebok, il y a le Get Away from Her, you bitch. Et il y a l'exosquelette, enfin il y a tout quoi. Le film, pour moi, James Cameron, c'est peut-être l'une des meilleures définitions des trucs badass, et même dans des univers qu'il a créés que j'aime moins, type Avatar, j'arrive à me dire, putain, c'est classe, quoi. Putain, il est badass, lui. Et les méchants aussi, ils sont toujours très forts là-dessus, quoi. Carrément. Donc, d'une certaine manière, la reine qu'il a dessinée lui-même, hein, d'après la légende, en tout cas l'idée viendrait de lui, et ben... c'est l'alien plus badass que l'alien de base, quoi, tu vois. Et je pense que ça reste l'alien le plus badass de tous les films aliens. Je vois pas d'autres créatures aliens plus badass, plus presque Plus marquant, menaçant, mais dans le sens pas une menace indistincte, surgissante, mais une présence, quoi. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux. Mais c'est rigolo que tu dises ça parce que quand je travaillais sur le jeu Aliens Dark Descent, il y a un moment où il n'y avait pas beaucoup de reines. Et finalement, on en a mis beaucoup parce que d'un point de vue gameplay, c'était cool. Et il y a des fans qui ont adoré ça et il y en a d'autres qui ont dit mais en fait vous en avez mis tellement que du coup ça tu vois tu dilues un petit peu l'image de cette créature. Carrément. Bon après on a plus gros dans le jeu donc voilà, petit teaser. Bon, moi je reparlerai d'Aliens plus loin. Ah, t'es un vrai. Donc mon top 4, c'est un film dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est Predator, qui moi est Nice. dans mon top 10. Pour moi, c'est pas tant... Tout est badass dans le film. Ouais. La créature est badass. Créature super badass, ouais, c'est clair. Les dialogues sont incroyables. Enfin, tout est génial. Et pourtant, et c'est pour ça que je fais ma propre exception ici, c'est que je trouve que la dernière scène, le dernier affrontement entre Schwarzenegger et la créature, et le prédateur, est pour moi la quintessence. C'est que je trouve que à ce moment-là, on s'est débarrassé d'une certaine manière du badass d'apparat, du badass de superlatif, les il y en a trop. testostérone, le action hero. Et tout d'un coup, on arrive à cette quintessence du badass qui est ce type qui se fond dans la terre, qui disparaît, ou c'est juste des histoires de plans. En fin de compte, je trouve que le personnage badass a besoin soit de se déconstruire, comme là, donc le personnage d'Arnold Schwarzenegger, ou de se construire quelque part. Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait un instant révélateur. Et je trouve que l'instant révélateur, c'est qu'on nous a dit « Regardez, c'est badass, c'est super badass ». Tout d'un coup, il y a ce point de rupture, qui est un point de rupture, j'allais dire, presque classique dans les scénarios, qui est... c'est ce moment-là où tu crois que tout va s'arrêter, de l'échec apparent. Et tout d'un coup, non. C'est la résurrection, c'est le personnage qui tout d'un coup perd. Et d'une certaine manière, il a perdu ses armes, il est quasiment à poil, et il finit par comprendre son espace et ne plus être une menace pour son espace, et il se fondre pour pouvoir être enfin le chasseur et non plus la proie. Et je trouve que, pour moi, c'est l'instant badass par excellence, quoi. Bah, ça m'a convaincu, cette démonstration. Eh ben, on va passer au numéro 3.
Qu'est-ce que t'as? Ouais, on a parlé de personnages qui doivent se déconstruire. Y a-t-il plus bel exemple que Matrix et Neo? Donc on va reparler de l'ami Keanu Reeves, qui est du coup l'acteur que j'ai, je crois, le plus cité sans le vouloir dans Stop. Je pensais pas spécialement à lui, même s'il fait des trucs extrêmement badass dans ce film. Mais je pensais notamment en fait, à tout ce qui se passe plutôt dans le dernier tiers du film où ils vont sauver Morpheus avec Trinity. Mais je veux dire, Smith est badass, les situations sont badass, l'esthétique de la, de la matrice renvoie à une espèce de cyberpunk ou de proto-cyberpunk qui est extrêmement... alors ça a beaucoup bougé les couleurs au fur et à mesure des versions du film, mais je trouve qu'il y a toujours un truc qui est toujours super appétissant pour l'œil et en même temps très bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois t'aurais envie d'y être, mais en même temps tu sais que il y a anguille sous roche, il est bizarre ce monde, quoi. Et je trouve que ça aussi c'est quand même à mettre au crédit des Wachowski sur ce film. Et puis bien évidemment il y a tellement de trucs qui... en fait quand tu m'as dit on fait un top badass, il y a des trucs qui sont venus en tête, c'est le plan signature de Michael Bay. Et juste après, c'était Trinity qui, est juste à côté d'un des agents. Je sais plus si je crois que c'est pas encore Smith à ce moment-là. Qui lui dit juste dodge this, tu vois, et genre il tire à bout portant. Et après, tu vois, le cadrage et le montage de cette séquence, il est impeccable, tu vois, pour moi. Et bien sûr, sa tenue, on peut parler de la façon qu'elle a de donner cette réplique qui est hyper basique et qui pourrait être ultra cheesy enfin tu vois c'est au millimètre près pour moi la badassitude et donc des fois c'est un goût, c'est un peu raté quoi, c'est un peu un steak trop juteux, trop gras, trop machin, puis des fois c'est hyper bien fait. Bon, même pour les végétariens on peut faire des trucs hyper fins et tout ça. Voilà. Je suis pas en train de dire qu'il faut que ça soit de la viande pour que ça soit badass, mais franchement pour ces raisons là et puis bien sûr tous les combats un petit peu tu vois comment dirais-je avec le slow-mo, la musique, tu vois, la récupération des armes au sol, les rechargements, tout qui explose. Enfin, franchement, cette scène, quand je l'ai vue, je me suis dit, putain, mais j'ai jamais rien vu d'aussi cool. Et je reviens du coup à la définition presque, tu vois, grand spectacle, fête foraine, truc complètement exaltant, t'as le cœur qui bat alors que t'es juste passif, en fait, face à cette expérience. Ça devrait pas te faire ça, mais ça te le fait, et ça me le fait à chaque fois que je mate ce putain de film. Et puis, bien sûr, dans les suites que moi j'adore... peut-être moins la toute dernière, mais du coup, tu vois, dans le 2, la scène de l'autoroute ou même Morpheus qui tranche un 4x4 en deux, tu vois, en se retournant, enfin, c'est trop badass, quoi, je peux pas dire autrement. Ok, bah moi, mon top numéro 3, c'est un acteur. Hein. C'est l'acteur de la badassitude absolue. Est-ce qu'on l'a déjà cité? Ah, Bruce Lee, ouais. Je pense que là, juste son nom suffit. Je devrais presque même pas en dire plus parce que c'est vraiment celui qui incarne cette espèce de charisme, d'animalité, de dangerosité, mais aussi d'attraction. Et il a fait sa carrière dessus et son absence a fait que le cinéma hongkongais a cherché son successeur et au final il l'a jamais trouvé et il a fini par générer d'autres acteurs qui ont fini par trouver leur propre voie comme Jackie Chan, comme d'autres, mais c'est parce que il est irremplaçable et il est cette quintessence même de l'acteur badass, en tout cas de l'acteur qui fait des films badass. Et je trouve que aucun acteur qui ont suivi ont incarné à ce point la badassitude, quoi. Je pense pas que... j'ai beau chercher, après je pense que les carrières d'acteurs aujourd'hui font que tu vas chercher d'autres aspects de ton jeu, et ce qui est normal. Une palette plus large, ouais. Mais je trouve que, parce que aussi c'est une carrière qui est assez courte, c'est assez peu de films, et c'est sa présence, et il a marqué l'industrie à la fois, l'industrie mondiale du cinéma, par ses films et par ce qu'il faisait, par ce qu'il a présenté. Et je pense que les films d'action tels que l'on les vit aujourd'hui sont empreints de son héritage. Mais si tu devais citer un film pour les gens qui voudraient découvrir son art? C'est compliqué parce que je trouve que tous se valent et quelque part tous ont vieilli. C'est ça qui est étrange. C'est que tout est cool. Chaque film a sa propre histoire, chaque film a son propre... je sais pas, Big Boss, le jeu de la mort, ou même son dernier film avec l'affrontement avec Karim Abdul-Jabbar, qui est quelque part hyper cool, hyper
hyper cité, tu vois, dans Tarantino, où le personnage du Masterman porte quasiment un vêtement La même qui tenue. ressemble, voilà, Ouais. à celle que porte Bruce Lee dans ce film. Donc tu vois l'empreinte, tu vois, mais quelque part, si aujourd'hui tu es fan de Gareth Evans, par exemple, où la caméra va mieux suivre l'action, va mieux la présenter, où c'est beaucoup mieux pensé dans la représentation, je pense que peut-être que tu peux être déçu. Mais après, ça reste des films exaltants et à voir incroyables. Mais je pense qu'il faut presque se laisser porter et on peut en choisir un ou faire la totalité. Mais là, comme ça, je pourrais pas en citer un en disant ah oui, c'est vraiment celui-ci qu'il faut voir, quoi. Alors que des Jackie Chan, je pourrais te dire va regarder Police Story, va regarder Les Marins des Mers de Chine, parce que il y a dans sa filmographie des films qui sont moins bons aussi, notamment sa période américaine. Non, mais c'est une belle réponse. Merci, David. Ok, top 2. Qu'est-ce que tu as? Top 2, si je te dis cette réplique, David, alors on revient aux répliques. Si je te dis Forgiveness is between them and God, it's only my job to arrange the meeting. Et que je te parle d'un film où Denzel fucking Washington dérouille des types pour aller sauver une jeune fille. Oh, Je j'ai viens vu il y sûr a pas parler de longtemps en plus ce film. Man on Fire. Putain, j'avais De jamais Tony vu. Scott. Mais... Oh, j'ai tellement adoré. Je suis tellement... Tu l'avais jamais vu? Je l'avais jamais vu. Et je l'ai Ah vu ouais, c'est incroyable. il y a quelques mois parce qu'il était sur Amazon Prime. Et je me suis Ouais. dit, mais comment j'ai passé toute ma vie à passer à côté de ce film, quoi. Je trouve Ouais, qu'il y a il est- pas... Je trouve que ce film, Tony Scott, la manière dont il filme... Alors, c'est très Tony Scott, hein. C'est Ouais, clair. complètement. C'est là pour le coup, si tu veux découvrir Tony Scott, c'est le plus Tony Scott des Ah ouais. films de Tony Scott. Mais je trouve qu'on a... J'ai presque l'impression qu'il y a un gap après ce film et qu'on n'a jamais fait aussi bien, en tout cas dans le cinéma américain. Et je mets John Wick dans le lot. Ah ouais, putain, Ah ouais, Attention, ça met retourné, les quoi. pieds dans le plat. Ah ouais, c'est vrai, ouais, bah c'est cool. Bah, je suis content de l'avoir mis. J'ai hésité à le mettre en top 1, donc j'aurais peut-être dû, visiblement, t'aurais été avec moi. Non, mais je trouve que c'est un film qui est exceptionnel. Ah ouais. J'adore le cinéma de Tony Scott. On parle de, comment on appelle ça, les Américains parlent de vulgar auteurism, je sais pas comment ils disent. Enfin, en gros, le principe que il y a des auteurs comme Michael Bay, comme Tony Scott, qui sont des auteurs, mais en fait vulgaires, mais ils ont toutes les caractéristiques de l'auteur telles qu'on le définit par la littérature, avec le style, les moyens d'expression, Ouais, etc., carrément. qui sont très, très, très bien, très, très précis, très bien renseignés. Et Tony Scott a vraiment ce truc-là, et en plus, c'est le début de son ère, enfin, c'est pas le début, c'est peut-être même plus le milieu de son ère dans les années 2000, où c'est, moi, ce que j'appelle le montage avec, tu sais, en whoosh, quoi. T'as des espèces de bouches comme ça qui quittent l'image, et il y a des surimpressions, il y a des couleurs hyper bizarres, enfin, mais Il y a jamais. des virgules visuelles, quoi, qui sont, Ouais, c'est ça. mais tu te dis, tu pourrais l'enlever, le Ouais. film ne changerait pas, Ouais. mais vu que tu les vois et que ça te donne une impression, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est incroyable. Je pense que si tu. Enfin, tu sais, t'as aussi. Je sais plus de quand elle date, sa vidéo de Patrick Williams, tu sais, le Ouais. gars qui fait des vidéos essais qui sont vraiment pas mal sur le cinéma, qui avait parlé de vibe movies, tu vois, vibe versus plot, quoi. C'est un peu un Carrément. débat de plus en plus fréquent et de plus en plus connu. Et c'est grave un film où l'histoire, elle est hyper attendue. Enfin, tu vois, genre, il y a pas vraiment de. Il y a peut-être éventuellement un twist à un moment, mais je veux dire, c'est quand même hyper. Enfin, pas original, mais les vibes et les éléments visuels, sonores, et même dans le jeu de Washington qui amène cette vibe, t'as vraiment l'impression, bon, ils ont beaucoup travaillé ensemble, mais je trouve que sur ce film-là, il y a une espèce d'osmose qui s'est créée en mode, ils ont vu ce que l'autre voulait faire, Ouais. et ça donne un personnage qui, enfin, pour moi, limite, c'est, et je sais plus, je sais plus qui m'avait dit ça, je crois que c'est Sipan, que vous connaissez peut-être si vous êtes des tweetos, qui fait qui, je crois, enseigne notamment le scénario. Et du coup, m'avait dit, en fait, c'est le film Punisher qu'on verra jamais. Mais il y a vraiment un truc de genre, ce personnage, c'est le Punisher, tu vois, de Marvel. Mais et il y a un vrai truc, effectivement, de genre, tu captes l'humanité du gars, et en même temps, sa monstruosité, et il n'y a jamais une espèce de un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'est tout le temps les deux en même temps. Et il y a une espèce de truc qui se dégage de ce film qui est complètement insensé. Et des fois, c'est drôle, alors que c'est
horrible ce qui se passe à l'écran. Enfin, il y a une espèce de mélange des tonalités qui crée quelque chose d'assez unique, franchement. Et effectivement, bon, je sais pas si j'irai jusque là où a été David, mais je pense que c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de genre c'est unique et il n'y a pas d'autres films que je pourrais dire ah, c'est un Man on Fire-like, tu vois. Ouais, non, C'est pas possible, quoi, tu vois. Mais parce qu'il y a Donc, cette esthétique de Ridley Scott, parce qu'il y a cette manière de filmer, il y a la présence de Denzel Washington qui, je pense, est à son apogée à ce moment-là. Et c'est quelque chose que effectivement, tu peux pas retrouver parce que même Michael Bay, qui est un fan et qui est sans doute l'élève le plus doué de Tony Scott, quelque part, en tout cas, il ouais, se c'est clair revendique qu'il de y a une lui, hein, filiation énorme. Ouais, ouais, bien sûr. n'arrive pas à avoir ce vocabulaire-là. Ce vocabulaire visuel, il est propre à Tony Scott. Et le fait qu'il puisse t'emmener dans des d'instants retenus presque, de poésie visuelle, l'espace d'un flash, quoi. Ça dure quoi, 2 secondes à l'image. Et puis après, il te balance dans un moment de violence absolue. Et ben, ça crée comme ça une espèce de sentiment, d'ambiance, de quelque chose d'hyper fort, quoi. Ouais, complètement. Et il y a des plans qui sont à tomber. J'en ai vu passer un sur Twitter il y a pas longtemps. C'est un critique américain que j'aime bien qui s'appelle Brendan Hodges qui avait jamais vu le film non plus. Donc c'est assez marrant que vous l'ayez découvert quasiment peut-être en même temps. Et du coup, il est cité un plan où c'est juste Denzel Washington qui marche sur un espèce de soleil bleu. On sait pas s'il est couchant ou. Enfin, tu vois, c'est vraiment juste le ciel et en mode quasiment monochrome, quoi. Avec un costard gris qui fait très années 2000 et tout. Enfin, tu vois, c'est pas censé être badass. Et genre, son tweet, c'était un truc en mode le truc à propos de Tony Scott, c'est que la plupart des réals ont jamais réussi à faire un plan qui est aussi puissant que celui-là. Alors Oui. qu'en fait, quand tu regardes le plan, putain, c'est incroyable, c'est une peinture, mais en fait, tu regardes, il y a rien dedans, tu vois. Genre, c'est juste, ça t'évoque un truc, alors que fondamentalement, c'est hyper simple. Mais comme on disait, il y a une espèce de truc qui s'est créé à ce moment-là qui fait que c'est inoubliable et badass. Et badass. Allez, je vais passer à mon top 2, donc, qui a été pour moi presque le. Quand j'ai proposé le sujet, j'avais aucune idée de là où j'allais aller avec. Et il y a un film qui a surgi dans mon esprit et je me suis dit, mais pourquoi ce film-là, qui est un film coréen, pas forcément méconnu, mais qui n'est pas de Bong Joon-ho ou de Park Chan-wook, qui s'appelle The Man from Nowhere, pourquoi le personnage principal, pour moi, représentait la badassité, quelqu'un de badass, alors que... Enfin, pourquoi lui pourquoi ce film? Alors, je l'ai mis top 2 parce que ça me permet de comprendre, quand j'ai fait mon top 10, que le personnage de Drive de Ryan Gosling, c'est ça. Que même le personnage dans le film que tu viens de citer, Man on Fire, c'est ça. C'est le personnage qui est une machine à tuer, qui est au tout début du film un personnage qui est cassé, brisé, et qui tout d'un coup va surgir et va montrer au monde que rien ne peut l'arrêter. Et donc, je vais raconter un peu le film parce que là, dans ce cas-là, vu que c'est un peu plus confidentiel que tous ceux qu'on a cités, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, c'est le personnage qui est joué par Won Bin, qui est un prêteur sur gage, qui a les cheveux devant les yeux, on dirait Albator, qui est vraiment dans ce mood-là, très renfermé sur lui-même. Il n'a pas d'amis, il donne de l'argent, il habite dans un immeuble, et dans cet immeuble-là, il y a une petite fille, et cette petite fille s'impose à lui comme sa seule amie. Et on se rend compte que sa mère, cette petite fille, a volé de la drogue, et elle va se retrouver mêlée à une affaire qu'elle va finir son corps découpé et revendu en pièces détachées en Chine. Sympa. Et c'est le destin qui attend cette fille. Et ce personnage va tout d'un coup, alors qu'on sentait que c'était un personnage qui était très renfermé, cassé, qui même a fini par, tellement il rejetait le fait d'être sociable, de sociabiliser avec le monde, rejeter aussi cette petite fille quand elle avait besoin de lui. Et au tout début, dans quelque chose qui n'est pas forcément une menace, mais à partir du moment où cette fille se retrouve, elle à son tour enlevée, tout d'un coup, il devient une espèce de machine à tuer que personne n'arrête. Et ce qui est fou, c'est que ce personnage, cet acteur, n'est pas hyper bodybuildé. Il tout tient un peu comme Ryan Gosling dans Drive par son charisme. Sa présence,
la manière dont il va interagir et la manière dont il va casser des bouches, faut dire ce qui est. On est dans ce genre où je trouve que c'est marrant, on n'a pas cité, alors pour le moment on n'est peut-être pas encore au top 1, mais des films comme The Raid ou des choses comme ça où je veux dire en termes de combat, de manière de filmer le combat, d'esthétiser presque le combat pour être considéré comme badass. Là on a vachement ça à la fin de ce film, mais il est porté par ce personnage. Et je trouve que pour moi, la badassité, le fait d'être badass, c'est avant tout une trajectoire de personnage. Je trouve que quand on m'impose dès le départ quelque chose qui serait badass, c'est-à-dire que dès qu'on me met des voyants en disant « Ah, regardez, c'est trop badass, ce que je vais vous montrer, des cascades de fous et tout ça », ça passe pas sur moi. J'ai besoin d'avoir comme ça... Ou alors, il faut déconstruire ça, comme dans le film de McTiernan, dans The Predator, pour montrer que pour moi, cet instant, ça tient à un instant où ça tient à un personnage, à une construction de personnage. C'est-à-dire que dans Drive, on a ça. Dans The Man from Nowhere, on a ça. C'est-à-dire des personnages où on sent que dans leur charisme, dans leur présence, ils pouvaient être des machines à tuer, des gens qui sont capables d'emporter, en tout cas, l'action et de la mener jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a littéralement une transformation des cheveux dans ce film ? Ouais. Ok. Je crois que je l'ai vu, ou en tout cas, ça me parle. Ouais, il a au départ cette chevelure comme ça qui recouvre ses yeux, un peu comme Albator, c'est-à-dire qu'il a un de ses yeux qui est couvert par sa chevelure, et il est comme ça, tout renfrogné, tout assez distant. Et quand il devient cette machine à tuer, il a une coupe de cheveux impeccable qu'il a faite lui-même, incroyablement bien d'ailleurs. Quel talent. Il n'est pas prêteur sur gage. Tueur et coiffeur. Et donc voilà, non, pour moi, et je me suis posé la question vraiment pourquoi ce film. Alors j'avais envie de le revoir, je l'ai dans ma DVD Tech, donc j'ai chopé le Blu-ray et je l'ai mis, et je me suis dit, mais ouais, par rapport à la citation de tous les films de mon top 10, pour moi c'est ça, c'est-à-dire que Gina Davis dans Au revoir à jamais, c'est pareil, on a un personnage qui est lambda, et tout d'un coup, un événement va faire qu'elle va exploser, et elle va devenir cette machine à tuer. Elle va tout d'un coup se révéler, et là, elle devient badass. Là, elle devient c'est la trajectoire que ouais, pour moi, c'est la trajectoire. Qui sanctifie le côté badass, quoi. Exactement. Si tu me l'imposes, ça passe pas sur moi. Mm-hmm. C'est pour ça que John Wick, par exemple, même si le premier film, c'est ça... Il y a une trajectoire dans le premier film, ouais. Ouais, c'est ça. Dans le premier film, c'est ça. Mais je pense que si John Wick s'était arrêté au numéro 1, il serait peut-être été dans mon top 10. Le problème, c'est qu'il est avalé par les autres films. Ouais, je suis d'accord. Où ça devient complètement autre chose, quoi. Ça devient... ça devient fourrin, quoi. Mais pourquoi pas. Mais je trouve que c'est pas ça. Quand tu m'imposes le badass, ça me fait chier, quoi. Ok. Et on va passer à notre top 1. Qu'est-ce que tu as comme grand aïe. Alors j'ai beaucoup hésité, mon cher David, et ça a beaucoup bougé. Et au final, il y a un film qui aurait pu être peut-être pas premier, mais qui aurait pu être dans le top 3, on va dire, et qui n'y a pas été. Je ne sais pas trop pourquoi, j'ai peut-être juste oublié quand je l'ai recopié sur mon mail. En fait, à la base, je voulais parler, je me suis dit, on peut pas quand même ne pas citer John Woo quand on fait un top sur la badassitude. Carrément. Oh, putain, Shogun Fat. J'aurais dû y penser. Du coup, j'avais très envie de parler d'un film de John Woo, mais j'arrivais pas à savoir lequel. Et en fait, le truc qui me venait spontanément, et les gens en ont déjà entendu parler sur Actionneur parce qu'ils savent que je suis un grand fan de Mission Impossible 2 envers et contre tous. Donc j'aurais pu parler de ce film et expliquer pourquoi Tom Cruise avec le cheveu long, c'est le Tom Cruise le plus badass. On revient sur un point capillaire. Pourquoi les combats à moto, c'est exceptionnel, et les 13 plans pour expliquer qu'un pistolet décolle du sol, c'est juste trop bien. Mais finalement, je suis revenu à quelque chose de plus conventionnel, et un réalisateur qu'on a déjà cité, parce que parmi les trucs qui me sont venus à l'esprit quand tu m'as dit badass, il y a aussi une scène spécifiquement. C'est une scène où il y a un mec un peu baraque qui est un perfecto, il est sur une moto, et genre il est dans les canaux de Los Angeles, et genre il est trop badass, quoi. En fait, tout est putain de badass dans fucking Terminator 2. Et du coup, James Cameron remporte la palme. Je crois que c'est le seul que j'ai cité 2 fois avec les différents films. Attends, tu sais quoi, James Cameron remporte tellement la palme que j'ai pas encore cité Ripley dans Aliens. Tu l'as pas encore cité, mais donc, tu vas la citer, c'est ça.
Qui commence alors? Vas-y, commence, t'as déjà commencé. Mais bon, on a compris que James Cameron, c'est le plus badass des badass, quoi. Ouais, c'est clair, il a compris, on l'a dit tout à l'heure, c'est limite une définition à part entière. Alors peut-être pas celle de tout le monde, mais je pense que celui-là, puisque j'ai déjà cité Aliens et que David va en parler, je vais peut-être essayer de faire le distinguo entre les deux. Pour moi, ce qu'il y a de différent, c'est que il y a de la trajectoire déjà, on en parlait tout à l'heure, mais très clairement, quand on retrouve Linda Hamilton, elle est ultra badass, Ouais, et carrément. la transformation du perso donne vraiment beaucoup dans ce côté-là. Le fait que le méchant devienne le gentil, c'est aussi il y a une forme de badassitude là-dedans. Cette scène spécifiquement de la course dans les canaux de Los Angeles, canaux asséchés avec le camion, la moto, même quelque part le petit John Connor qui écoute son Guns N' Roses, qui a la petite dégaine parfaite du gamin des 90s que j'étais. Enfin forcément moi je le trouve trop cool parce que je dis en mode putain j'aurais aimé être cool à son âge comme ça, tu vois, seulement dans mes rêves. Et du coup ce qui est exceptionnel aussi là-dedans, c'est comment les trajectoires des trois persos finissent aussi par se mélanger et créer un ensemble. Pour moi, c'est aussi le côté un peu badass appliqué à une dimension familiale. Ce qui est un petit peu dans Aliens, mais les personnages meurent très vite en fait. Et à part Hélène et Ripley et éventuellement X qui est à ses côtés, on ne retrouve pas ce côté ensemble, comme disent les Anglais, américains. Et du coup, là, je trouve que tu l'as vraiment et tu te dis, waouh, putain, comment dans un film où tu as Schwarzenegger, qui est la star qu'il est, surtout à cette époque-là, Linda Hamilton arrive à s'imposer, le petit arrive à s'imposer, et puis bien sûr, son nom m'échappe, c'est Robert Patrick qui joue le méchant, T-1000. Et lui aussi, qui a du coup une forme de badassitude très particulière, très insidieuse, mais là aussi, c'est presque en fait. Chacune de ces apparitions, c'est presque un petit bon bec, quoi. Tu te dis, ah putain, ouais, ok, vas-y, j'ai envie de voir. Il y a des scènes qui m'ont marqué, alors que je sais que j'ai vu ces films, que ce soit Aliens et Terminator 2, relativement tard, parce que mes parents me disaient, oh là là, c'est violent, faut pas que tu regardes, etc., etc. Et je me souviens notamment du T-1000 il me semble que c'est des bandes jaunes et noires ou des bandes de police, je sais plus, qui s'impriment sur son pied ou sur, je sais plus, j'ai un souvenir un peu flou de ça, du côté caméléon un peu en fait de ce personnage qui est capable de prendre la forme de certains objets, d'autres gens, c'est ultra flippant, mais c'est tellement marquant et c'est tellement badass l'usage qu'il a d'en faire, enfin sa nonchalance en fait. Là aussi peut-être que ça a une forme de badassitude à part entière, de dire au contraire d'en faire des tonnes et de regarder limite la caméra dans un clin d'œil, tu tranches la tête de deux types et t'as même pas eu besoin d'y penser, tu vois. Ça aussi c'est badass. Et franchement pour moi c'est un film qui a tellement de petits moments et de petits trucs comme ça, tu vois, juste les fleurs qui tombent et la Winchester qui se dégaine, enfin tu vois, rien que ça c'est presque en gif, je trouve ça badass, quoi, tu vois, réduit à un truc sur internet, dès que je le vois je suis complètement refait. Donc il y a un côté même découpé, segmenté, ultra analysé, parce que c'est du cinéma très populaire, le film tout le monde l'a vu, et pourtant tu peux pas vraiment tu vois faire ton cinéphile de base et aller sortir un truc ah ouais alors moi j'ai un film que personne n'a vu mais tellement badass tel truc, tu vois. En fait tu peux pas vraiment parce que il y a une espèce de compréhension assez innée je trouve de ce qu'est la badassitude dans le cinéma de James Cameron, et je m'arrête là. Alors moi, donc, je vais vous parler donc de Ripley, hein, parce que pour moi, le personnage badass, c'est Ripley, même si évidemment le film, hein, comme l'a dit Thibaut, c'est la badassité à l'état pur, quoi. Mais on revient à ma définition, qui est pour moi la trajectoire du personnage, et cette trajectoire de Ripley, bah oui, c'est quelqu'un qui est cassé à la suite du premier film, qui est obligée de se reconstruire, et elle se reconstruit quelque part en devenant cette espèce de quelqu'un qui est en mesure, qui gagne en puissance, et c'est ce gain de puissance qui fait qu'elle devient un personnage badass à part entière, alors qu'au départ, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller sur cette planète, qui va à reculons, mais qui se sent obligé d'y aller, qui est cassé psychologiquement. Et d'ailleurs, la version longue d'Aliens accentue vraiment cet aspect-là du personnage. On l'a moins dans la version cinéma, la version courte, mais vraiment, regardez la version longue pour voir les scènes qui ont été rajoutées, enfin, qui ont été coupées surtout,
où on saisit beaucoup mieux le personnage de Ripley et à quel point elle n'est pas que quelqu'un qu'on fait suivre de film en film. Elle a surtout une trajectoire dans ce film-là qui est... Je pense que... Je suis en train de me souvenir des autres films, mais je pense pas qu'on retrouve ça. Alors après, parce que c'est le cinéma de James Cameron, parce qu'il réutilise les codes d'Alien pour en faire quelque chose, pour en faire un film d'action, simplement. Donc, d'une certaine manière, le personnage badass est le personnage de film d'action par excellence, mais il comprend qu'il faut donner une trajectoire à son personnage. Elle n'est pas là en disant « Oh, regardez, j'ai survécu à Alien, je peux aller en affronter des centaines. Et on gagne aussi, je trouve qu'on retrouve aussi ce qu'on trouve dans Predator, c'est-à-dire qu'au préalable, tout le monde est là, on est dans une espèce de surdimensionnement, tout le monde est testostéroné, tout le monde a trop d'armes au préalable, pour au final être obligé de scotcher des armes et se retrouver avec une grue qui est normalement destinée à manipuler c'est un Fenwick, hein. C'est-à-dire qu'elle manipule un Fenwick et c'est l'arme dont elle utilise pour affronter la reine alien. Et on a dit que la reine alien, c'est le personnage, enfin l'alien le plus badass de tout l'univers alien, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et donc pour moi, c'est Ripley, le numéro 1. Et en plus, j'avais besoin aussi de montrer, en tout cas pas besoin de montrer dans le sens mais je trouve que la badassitude, un personnage badass, c'est pas une question de genre, c'est une question d'écriture. Ouais, de ouf, ouais. Et que t'es pas obligé de nous montrer. Et je trouve que l'aspect ultra testostéroné, ultra trop voyant, trop. Je trouve que c'est pas ça un bon personnage badass. Un bon personnage badass, c'est quelqu'un qui a une vraie trajectoire, qui a une vraie présence autrement, c'est-à-dire qui a un vrai charisme, comme peut être Julia Estelle dans The Night Comes For Us, comme peut être Patrick Swayze, c'est-à-dire que soit c'est du charisme, soit c'est une trajectoire. Et oui, c'est pas forcément des scènes. En tout cas, à mes yeux. Non, mais c'est une bonne analyse. Et en tout cas, c'est marrant que malgré nos définitions plutôt très éloignées, au sommet on se retrouve à peu près, quoi. Ouais, on a cité quasiment, je sais pas, sur l'ensemble, je pense qu'on a cité, sur le top 10, on a peut-être 5 ou 6 films en commun. Ouais, c'est ça. Pas exactement, peut-être, mais pas loin. Eh ben, Aliens, pour sûr. Ouais. Predator, Point tu l'as Break. cité, mais tu l'as enlevé. Point Break. Ouais. Gina Davis. Ah non, pas tant que ça, au final. Ouais, 3, mais on peut dire il y a presque un petit tiers, quoi. Un petit tiers. C'est marrant comme exercice, à quel point on a vraiment à la fois une définition qui est différente et à la fois des films qui sont similaires pour ces raisons qui sont différentes. Ouais, exactement. Bah, ça prouve que, enfin, le fait qu'on se rejoigne au sommet prouve peut-être que c'est quelque chose d'assez large et peut-être un peu mal défini, et qu'au final, les meilleurs, en tout cas le meilleur si on prend James Cameron, qui fait de nous un podcast encore une fois, de vieux cons ou que sais-je, mais ce qui est assez rigolo, c'est que ça veut dire que lui a brassé, après c'est parce que aussi il a eu sa filmo, le plus fort de sa filmo à l'époque où je pense que le genre a jamais été aussi populaire et quelque part aussi bien servi, c'est-à-dire d'un point de vue visuel, d'un point de vue de l'écriture, les moyens qu'on y mettait et le fait qu'on y croyait vraiment beaucoup à ces films-là et leur capacité d'intéresser beaucoup de gens, et aussi de parler de sujets et pas juste de divertir. Et c'est évident que du coup lui a pu brasser peut-être plus que les autres, mais aussi qu'il a une espèce de science, de maestria un petit peu de qu'est-ce qui fait la badassitude, et peu importe un peu ta définition, tu vas retrouver ces éléments-là. Et sur Aliens typiquement, puisque c'est un film que maintenant je connais quasiment par cœur pour avoir taffé sur un jeu qui est plus ou moins inspiré du film, bah, je me rendais compte en discutant avec mes collègues notamment que on a tous des scènes préférées, mais c'est pas forcément les mêmes. On a tous un perso préféré, mais c'est pas forcément le même. Et il y a presque, tu vois, des espèces de cuts alternatifs qui se font quand tu discutes avec les gens, où ils se souviennent de choses qui les ont vraiment marqués et qui les amènent à définir le film, alors que si tu as vu la version longue ou si tu l'as vu plus ou moins récemment, tu auras peut-être pas la même interprétation. Et ces films-là qui grandissent et qui peuvent faire brasser plusieurs analyses en fonction de ton âge ou même des définitions que tu donnes à tel ou tel sujet, je pense que c'est quand même une marque de grande qualité, quoi. Et qu'est-ce qu'on aurait comme réalisateur aujourd'hui qui aurait cette capacité en réalisateur américain? J'en vois pas ou peu.
Michael Bay, mais Michael Bay au final fait du Michael Bay. C'est compliqué, mais c'est surtout qu'en fait, souvent quand on se pose la question dans le podcast de qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui, on voit que l'industrie en fait a tellement changé. Ouais. Tu vois, par exemple, on parlait de Tony Scott et Denzel Washington. Ils ont eu combien de films pour travailler ensemble, tu vois? Alors, ils en avaient peut-être pas fait tant que ça à l'époque de Man on Fire, mais et il y a quand même un truc de l'ordre de, tu vois, de l'égérie d'un réal, d'un budget qui était attribué, des films d'action qui étaient peut-être moyen budget, mais qui pouvaient aller taper, tu vois, le box-office, parce que quand même, ça a un minimum de gueule, et puis il y avait une star, etc. Enfin, le système des stars a plus ou moins un peu disparu. Le système des studios classiques, des films moyens, des films d'action, enfin, tout ça un peu est parti, quoi. Donc, en fait, spontanément, tu vois, je pensais à toujours les mêmes. C'est les Usual Suspects. Il y a Gareth Evans, Gareth Edwards, Neil Blomkamp. Mais en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout le parcours qu'ont eu leurs prédécesseurs. Et donc, on n'arrive pas à faire émerger ne serait-ce que leur style. On ne sait pas trop exactement, tu vois. On voit des trucs à droite à gauche, mais on sent que c'est pas encore tout à fait abouti. Peut-être Evan, c'est le plus abouti parce qu'il est limite le plus. Il s'est un peu mis dans une niche vraiment très spécifique, quoi, avec les deux Red et tout. Mais ouais, je pense qu'en fait, c'est des comparaisons qui ont pu lieu d'être. C'est un peu comme si on compare. Enfin, je sais pas, comme si on comparait des athlètes d'un sport. Du foot dans les années 90 avec des joueurs d'un sport qui est né il y a 5 ans, tu vois, et on disait ils sont moins bons que Zizou ou que sais-je, quoi, tu vois. Tu dis en fait tout a changé, toutes les règles ont un peu changé. On joue encore avec le personnage badass, c'est-à-dire que dans cette over-caractérisation, je trouve qu'on n'a pas... alors, on a parlé beaucoup trop en mal de Fast and Furious, mais même, tu vois, dans la carrière de Dwayne Johnson, tu sens qu'il essaye de flirter avec ce genre-là, si c'était un genre, la badassitude. Et il n'y arrive pas, quoi. Il ne fait que le singer, quoi. Mais il n'y arrive pas parce que il se met pas au service des personnages, en fait. Non, il se met au service de lui-même, ouais. C'est ça. Et en fait, il s'est confondu avec sa propre personne. C'est pour ça que j'étais super excité à l'époque où il devait bosser avec Shane Black pour adapter Doc Savage, qui est un peu le proto-super-héros, personnage de pulp et tout. Et où on se disait, ça a forcément lui... Il n'en était pas au niveau qu'on lui connaît aujourd'hui, mais déjà à l'époque, on se disait, ça va forcément lui faire du bien. Parce que de la même manière que quand Michael Bay, justement, l'a mis dans Pain and Gain, il y avait un truc de genre, ah ouais, en fait, le mec, il peut être au service, disparaître au profit d'un personnage et ça peut marcher. Et je pense que ça aurait été super cool. Et en fait, à la place, il a fait Black Adam et c'est un peu presque l'opposé, enfin, inverse. C'est un skin de Dwayne Johnson, Black Adam, tu vois. C'est pas un super-héros, quoi. Et je pense que ces trucs-là, bon, je parlais des relations acteurs-réalisateurs, mais il y a plein de trucs un peu, on va dire, industriels qui font que les choses ont tellement changé que je sais pas si on pourrait voir émerger ces trucs-là. Et en fait, souvent, effectivement, comme tu disais, on se contente de reprendre un petit peu les codes qu'on peut avoir, qui ont été établis il y a parfois maintenant plus de 20 ans, voire 30, 40. Et souvent, du coup, c'est les mêmes réals qui soit vont continuer parce que c'est eux qui les ont inventés, donc pourquoi ils changeraient, et sinon les autres copient ou s'en moquent. En fait, je pense que l'un des trucs qui nous a incité à faire ce podcast, c'est qu'à la base on a changé sur le top 50 des films d'action du magazine Rolling Stone, et qui s'est fait un peu tracher parce que dedans il y a Wonder Woman et Black Panther. Et tu vois, pour moi c'est évident qu'à aucun moment, pourtant il y a des moments badass, tu vois, enfin il y a des trucs badass dans les films de super-héros, j'en suis certain, et il y en a que j'aime bien, mais c'est vrai que ça ne m'est jamais venu à l'esprit, tu vois, un truc marquant à ce point, tu vois. Sauf peut-être Iron Man 3 pour certaines scènes, mais du coup Iron Man 3 c'est du Shane Black, donc je retombe en fait dans les vieux travers. Et c'est vrai que l'iconisation de la badassitude, par exemple à la Marvel, c'est plutôt une forme de désamorçage. Toujours. Donc tu ne crois jamais vraiment en fait à ce côté badass, qu'il soit silencieux un peu comme ta définition ou ultra visible et m'as-tu vu comme le mien. Bah en fait, tu vas faire une vanne, tu vas dire ah dis donc celui-là il est mystérieux, ah dis donc celui-là il s'y croit, tu vois. Et donc en fait, la badassitude elle est pas cherchée, mais parce que c'est des films qui cherchent aussi un petit peu j'ai un peu l'impression de souvent à lisser tout leur saillant le plus possible, quoi. Donc même le côté un peu t'as envie d'un film d'action, t'as envie que les persos lâchent des punchlines, ah c'est un peu cringe, tu vois, ah c'est maintenant ça passe pas, tu vois, on le fait pas. Et il y a pas beaucoup de, tu vois, même des films d'action encore aujourd'hui, maintenant c'est pareil, John Wick est passé par là, donc on fait des trucs assez moody, un peu sérieux, avec un découpage assez classe de l'action et tout, mais
Mais il n'y a pas forcément de joie dans la création du perso, ou Non. du world building, etc. C'est un peu sec, quoi, un peu aride, quoi. Et c'est vraiment réduit à une forme de presque. Je pense pas que ça soit un accident, tu vois, mais eux, on pourrait dire d'épure, mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est à sec, quoi, tu vois. Genre, il faut qu'on cherche des nouveaux trucs. Mais c'était intéressant aussi ce que tu disais, par exemple, voilà, sur les cheveux dans Man from Nowhere ou ce genre de choses, parce que je pense qu'il y a vraiment aussi un besoin qu'ils repartent réactualiser un petit peu c'est Ouais. quoi les codes de ça, c'est quoi la tronche d'un personnage badass. Et on l'a vu d'ailleurs que ça n'a pas forcément pris. Enfin, il y a Wonder Woman dans leur top à Rolling Stone, mais à aucun moment pour moi Gal Gadot elle est badass, quoi, tu vois, ni dans ce film ni dans les autres, quoi, tu vois, c'est pas du tout ça, quoi. Et même Rey dans la nouvelle trilogie Star Wars ou des personnages plus récents, je les trouve pas spécialement badass en fait. On a essayé on a essayé de leur appliquer des codes masculins et à défaut ça marche mieux que d'en faire des espèces de princesses qu'il faut tout le temps secourir et tout, mais je sais pas si on a essayé, tu vois, de pousser un nouveau truc et de faire avancer le schmilblick, quoi. Je Mais pense que comme maintenant s'il c'est plus, manquait on se contente de répéter. une manière d'écrire les personnages. Parce que pour moi, le personnage Ouais, vrai, badass, ouais. c'est quelque chose qui. Enfin, c'est un personnage qu'il faut construire, déconstruire, ou vice-versa. C'est-à-dire, soit partir de construire et déconstruire, un peu comme dans Predator, ou partir d'un personnage déconstruit pour qu'il se reconstruise. Et dans Star Wars, on n'a pas ça. On n'a pas le temps, d'une certaine manière. Il y a trop de choses à faire. Et il y a une histoire qu'ils essayent de raconter. Et je veux dire, tout est un peu fadasse, quoi. Dans les films de super-héros, les films de super-héros, malheureusement, c'est presque un genre à lui tout seul, et c'est un genre qui est daté dans le temps, comme peut être le western, et qui, quelque part, est voué à rester dans ce temps-là. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde en est à se poser la question au niveau des journalistes, et même, euh, comment il s'appelle, celui qui a réalisé Suicide Squad, et ainsi de suite. David Ayer. De Ah, quoi ou James Gunn. Ouais, Tu James Gunn, parlais de exact. James Gunn, ouais. Quand ils finissent tous par dire est-ce qu'il n'y a pas une lassitude du film de super-héros. Bah, peut-être parce que vous ne l'avez pas pensé, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez joué sur le spectacle et c'est très bien, ce que je veux dire, c'est pas. Mais à un moment donné, il va falloir. C'est pour ça que Shane Black était presque une anomalie Ouais, dans complètement. ce moment-là. C'est que ce qui a permis de le refaire vivre quelque part jusqu'à ce qu'il se défonce une fois de plus, qu'il prenne un mur avec Predator et tout ce qu'il y a derrière pour son cautionnement. Mais c'est un autre sujet. Mais le truc, c'est que on pourrait retrouver ça, je trouve qu'Alban Lenoir, par exemple, dans Balle perdue, je trouve cet instinct-là, c'est-à-dire même la manière dont il est filmé, la manière dont il est mis en scène, la manière dont il émane, dans son charisme émane dans le film, ça pourrait être ça. Je trouve qu'on retrouve ça un petit peu aussi dans le cinéma coréen, même si je trouve que, par exemple, le réalisateur de The Villainess, qui aurait pu capitaliser, en tout cas, sur ce qu'il a fait, a fini par devenir une caricature. En tout cas, ces films qui suivent sont tous que ont pas ce talent de pouvoir retenir, d'avoir de goût. On parlait aussi de goût, et je pense que c'est une histoire de goût, une histoire de comment tu vas utiliser ce modèle-là, comment tu vas l'utiliser pour mieux le restituer, pour mieux le mettre en valeur, pour qu'il ne soit jamais fait de superlatifs. C'est pour ça aussi qu'on n'a jamais parlé ou assez peu du cinéma des années 80 avec un Stallone, alors que je pense que le premier Rambo pourrait rentrer dans cette catégorie du badass, et en vérité c'est les 2, 3 et 4 qui sont ces sommets du badass des années 80, ou les personnages de Schwarzenegger. Au final, moi je retiens la scène et la manière dont McTiernan déconstruit et comment il amène d'une certaine manière cet instant-là. Mais j'ai pas cité, si tu as cité Terminator 2, mais je trouve que, là c'est James Cameron, je trouve que tu disais tout à l'heure, T'as pas cité Commando. Tous les personnages ont leur instant badass, tous se valent et tous sont bien dosés. Et c'est en ça où c'est pour ça que l'idée que c'est une histoire de goût avant tout, mais c'est ça. Et quand McTiernan par exemple joue avec les codes dans Last Action Hero avec Schwarzenegger, ça aurait très bien pu paraître d'ailleurs dans ce top 10 parce que il joue avec ça. Il me dit regardez-moi ce personnage badass et comment je vais m'amuser avec, quoi, comme on joue, comme un gosse joue avec ses jouets. Et c'est ce que tu attends et c'est ce que tu vois de ce film.
Mais aujourd'hui, oui, dans le cinéma américain, je trouve que pour le cinéma américain, pour sûr, je trouve qu'il y a pas, mais parce que effectivement, ils ont été ailleurs. Et je trouve que Tom Cruise dans Mission Impossible, qui pourrait être un peu ce chemin entre ce qui se faisait avant et ce qui essaye de se faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment le pont entre ces deux époques. Je trouve pas que Ethan Hunt est un personnage badass. Je trouve qu'il y a des scènes badass. Je trouve que Rebecca Ferguson, la scène dans l'opéra où elle est avec le sniper et tout ça, c'est hyper charismatique, ça marque la rétine. Et je trouve qu'il y a des moments comme ça, mais dans l'ensemble, alors peut-être que c'est noyé aussi un peu comme John Wick dans l'ensemble des films, qui fait que ces instants-là finissent par disparaître dans l'amas d'images que l'on a vues. Mais ça reste pas, quoi. Alors que le premier Mission Impossible, il y a des scènes incroyables, quoi. La manière dont Brian De Palma le filme, comme tu as cité aussi John Woo, le Mission Impossible 2, incroyable. Et c'est vrai que quand tu as cité John Woo, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas cité Chow Yun-fat, qui est l'archétype le plus badass, des plus charismatiques des acteurs qui ont pu exister jusque-là, quoi. C'est-à-dire The Killer, mais c'est incroyable, quoi, de John Woo, quoi. Eh ben, on va en rester là. Maintenant, sur ces quelques réflexions, après plus d'une heure de podcast. Est-ce que tu as une actualité, Thibaut ? Pas trop en ce moment. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, parce que je peux pas m'en empêcher d'en parler, mais cette année, il y a 2 jeux sur lesquels j'ai bossé qui sont sortis. Donc, il y a eu Aliens Dark Descent, c'est celui-là dont on a parlé. Et relativement récemment, début novembre, il y a aussi un jeu qui est basé sur la série animée Goldorak qui est sorti. Et celui-là, c'est le premier jeu sur lequel j'ai taffé, on va dire, officiellement. Donc c'est quand même un petit achievement personnel qui a été réalisé cette année. 2 jeux dont mon tout premier. Et puis j'ai aussi sorti un nouvel essai. On n'est pas très très loin du domaine de l'action chez Feur d'édition. Cette fois pas sur le cinéma avec Star Wars, mais avec mon autre passion, c'est-à-dire l'univers sombre et dystopique de Warhammer 40 000, exploré sous sa forme jeu, sous sa forme littéraire, enfin c'est-à-dire le lore, etc. Mais aussi sous la forme la plus palpable, les figurines qui occupent tant d'heures de ma vie de chômeur en ce moment, et de podcasteur, pardon, je devrais dire. Donc voilà, l'actu est quand même plutôt belle pour cette année 2023 d'avoir sorti tout ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas forcément l'impression d'être au milieu de tout ça, puisque ça s'est bien ralenti suite aux différents déboires de l'industrie du jeu vidéo en ce moment. Mais à défaut, ça me laisse l'occasion de reparler de badassitude, et j'espère que l'année 2024 sera un peu plus badass que cette fin d'année 2023. J'espère aussi pour toi. Donc moi, vous pouvez aussi me retrouver, parce que je continue à parler dans un micro, dans un autre podcast qui s'appelle Roadrunner, qui est sur mon autre passion, qui est le jeu de rôle. Et là, on a lancé une campagne sur Blade Runner. Et ça m'a permis de me replonger dans Blade Runner, les 2 films, parce que le jeu de rôle convoque les 2 films. Et d'ailleurs, il place l'action entre les 2 films, avec l'arrivée du Nexus 9. Et ça a été un moyen pour moi d'investir et de réfléchir sur la licence et sur comment elle a été écrite, et me l'approprier pour en faire une partie qui a été quand même super fun à tourner, et qui est pour moi l'une des meilleures choses que j'ai écrites jusque-là. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain top, peut-être sur Actioner. Et si vous vous posez la question, oui, je suis en train de me poser la question de savoir si on va appeler ce format over the top, ou crop top, ou topicker. Mais bon, j'y réfléchis encore. Allez, on se dit à plus. Ciao tout le monde.